Shiki qu'un délinquant moyen, qui avait pulsé de la école, mais quand un mystérieux inconnu l'attaque, tue son père. Il apprend qu'il a du sang de démon dans ses veines, et décide de maîtriser ses pouvoirs pour se venger. Il y a longtemps, une race démon appelée Oni, vivait au Japon. Tout détruire, tuer les humains à leur guise. Personne ne pouvait oser se lever contre. Mais ensuite un brave nommé Mametaro, paru comme le sauveur de l'humanité. Il a attaqué la base de l'Oni, en tuant des milliers. Mais ce n'est que le début d'une longue guerre entre Mametaro et l'Oni. Cela continue même à l'ère moderne. Je ne sais pas comment ce vieux conte de fées est lié à son destin. Un adolescent nommé Shi nettoie sa collection d'armes à feu. En parlant à un ami au téléphone, il rit du fait qu'il a récemment été expulsé de l'école à cause d'une bagarre, et dit qu'il ne s'en soucie même pas, qu'il en avait marre de voir le visage laid de ses camarades de classe. Chaque jour, juste à ce moment-là, son père adoptif Tsuyoshi arrive là et le frappe à la tête, lui demandant d'expliquer pourquoi il a été expulsé de l'école. Shiki lui dit de le laisser tranquille, et Tsuyoshi avance pour le faire une fois pour être un salaud ingrat. Mais Shiki l'esquive cette fois. Tsuyoshi demande alors à Shiki qu'est-ce qui se passe avec ses armes, qu'il gère un magasin de vin et non un magasin d'armes. Shiki se moque de lui que le magasin de vin fonctionne à peine, parce que tout le monde sait qu'il perd des clients. Tsuyoshi applaudit, moquant de lui pour avoir agi si haut puissant, après avoir expulsé de l'école, et Shiki le prend personnellement. Il dit qu'il ne deviendra jamais un perdant comme Tsuyoshi, et il est vraiment soulagé qu'ils ne sont pas liés par le sang. Cela blesse les sentiments du vieil homme. Mais ensuite il descend à cause d'un appel professionnel. Alors Yoshi part pour une livraison, et Shiki soupire, souhaitant qu'un homme riche l'ait adopté à la place. Il essaye ensuite de pratiquer son objectif, mais une explosion à l'extérieur de la maison le surprend. Il sort pour voir ce qui se passe, mais un brouillard dense bloque sa vue. Soudain, une rafale d'étrange brume noire jaillit du brouillard, et Shiki retombe sous le choc. La brume le suit, attrapant sa jambe et le traînant dehors, avant de le laisser tomber dans la rue. Alors que Shiki se lève et se demande ce qui se passe, un vieil homme effrayant vêtu de blanc y apparaît, prêt à l'attaquer. Cependant, le moment suivant, Tsuyoshi y revient, et il enfonce sa voiture dans l'attaquant. Avant de dire à Shiki de monter dans la voiture, il s'en va aussi vite qu'il le peut, disant que leur seule option est de quitter le pays. Maintenant cependant, Shiki n'a toujours pas traité ce qui vient de se passer. Il demande à son père comment a pu tuer quelqu'un avec sa voiture. Tsuyoshi lui dit que l'homme n'est pas encore mort, et ils doivent s'éloigner de lui le plus possible. Il est vraiment en détresse, et dit à Shiki de l'écouter attentivement, comme ils n'ont pas beaucoup de temps. Tsuyoshi dit à Shiki qu'il est un descendant des Oni, et le gars qui vient de l'attaquer est le descendant de Mametaro. Shiki lui dit d'arrêter de plaisanter, parce que ce n'est pas le moment pour ça. Mais Tsuyoshi lui dit qu'il est sérieux. Juste à ce moment-là, une lame faite de brume noire pénètre dans le de la voiture, et Tsuyoshi l'esquive à peine. Il se rend compte que l'agresseur les a rattrapés, puis soudain, les vitres de leur voiture sont couvertes de brume noire, les aveuglant complètement. Donc Yoshi arrête la voiture près d'un entrepôt abandonné, et s'en sort rapidement. Dire à Shiki qu'ils doivent se cacher immédiatement, puis la voiture explose. Quand Tsuyoshi fait demi-tour, il trouve que Shiki a disparu. Heureusement, il voit une traînée de brume noire entrer dans l'entrepôt, et se rend compte que son fils a été emmené là-bas, à l'intérieur de l'entrepôt. Shiki se repiégé dans une toile géante, faite de la brume noire, avec un gars effrayant nommé Samidar, debout devant lui. Samidar dit à Shiki que le seul sang dans ses veines ne fait de lui qu'un ravageur, et exterminer ces ravageurs est le travail du Momotaro. L'agent Shiki est toujours sous le choc. Ce Samidar a survécu à être écrasé par une voiture. Mais juste à ce moment-là, Tsuyoshi arrive lui dire que le conte de fées de Momotaro est une vraie histoire. Il dit que depuis des milliers d'années, Mametaro et Oni sont en guerre l'un contre l'autre, à travers leurs descendants qui partagent leur sang finalement. Les descendants de Mametaro se sont unis, et a formé l'agence Mametaro. Prendre l'avantage dans la bataille, c'est les Oni, à se cacher parmi les humains pour survivre. Shiki n'arrive toujours pas à comprendre ce qui se passe. Mais Tsuyoshi lui dit de laisser papa s'en occuper. Samidar crée soudainement deux épées dans une brume noire. Et en réponse, Tsuyoshi libère également la même capacité à le combattre. Les deux hommes se précipitent l'un vers l'autre, éclatant leurs lames, et libérant une puissante onde de choc. Tsuyoshi repousse en quelque sorte Samidar, mais il l'appelle plus faible qu'il ne l'était à l'époque. Samidar explique que la brume noire est la capacité unique, seuls les descendants de Mametaro peuvent utiliser, et Tsuyoshi est fois son aîné dans l'agence Mametaro. Shiki est consterné en apprenant que son père est un descendant de Mametaro. Tsuyoshi dit qu'il a complètement oublié ça. Samidar lui demande s'il a aussi oublié à quel point Oni est dangereux. Il déclare pour les crimes d'abriter un Oni, Tsuyoshi sera également éliminé. Tsuyoshi répond en l'attaquant en premier, mais lui et Samidar sont égaux en force. Shiki ne peut que regarder leur combat perplexe pendant que Samidar demande à Tsuyoshi pourquoi protège-t-il un monde qui ne vit pour la destruction. Tsuyoshi lui dit de se taire et essaye de lui causer de graves dommages, mais Samidar est beaucoup plus rapide que prévu. Il esquive facilement l'attaque, puis frappe Tsuyoshi avec un combo super rapide, le blessé gravement et l'assommé. Shiki est dévasté de voir son père saigner, et il maudit Samidar en disant qu'il le tuera. Samidar cependant lui dit qu'il va aller dans l'au-delà avec son père bientôt. Juste alors, Tsuyoshi attrape ses pieds, et Samidare lui demande pourquoi va-t-il aussi loin pour protéger un Oni, et il répond qu'il n'a besoin d'aucune raison de protéger son. Il dit que Shiki n'a encore fait de mal à personne, et c'est mal de le tuer juste parce qu'il a du sang Oni. Samidar crée juste un noix épée de brume pour l'achever, et la rage bouillante à l'intérieur de Shiki atteint enfin sa limite alors que ses yeux deviennent rouges. Il jure qu'il tuera le salaud qui essaye de blesser son père, et ses pouvoirs démoniaques éveillent. Il commence à saigner de tous les pores de son visage.
visage, et ses cornes démoniaques jaillissent de sa. Shiki crie qu'il va tuer Samidar. Quand l'homme se retourne pour le voir, il découvre que Shiki n'est plus retenu par le web. L'instant d'après, un tas d'armes à feu, du sang surgit à côté de son visage. Mais grâce à ses réflexes rapides, il parvient à bloquer tous les tirs. Pendant, Shiki a déjà quitté cet endroit, et tandis que Samidar se demande où il se cache, il remarque que du sang coule du toit, où Shiki est suspendu à l'envers, comme un Batman dérangé voyant sa forme couverte de sang. Samidar se rend compte que Shiki s'est réveillé, et maintenant il peut se battre en manipulant son sang, mais ce n'est même pas la chose la plus effrayante dans le combat. Un Oni. Soudainement, Shiki se précipite vers lui, le repoussant avec ses frappes puissantes. Samidar retourne rapidement la table sur lui couper le bras, mais Shiki saute en arrière et repousse instantanément son bras. Il crie alors follement, et Samidar commence à tirer, parce qu'il réalise que ce combat ne va pas être facile. Shiki manifeste son pouvoir sous la forme de nombreuses armes à feu de sang, et de Samidar est obligé d'utiliser toute sa force et sa vitesse pour bloquer les balles. Juste à ce moment, Shiki lui tire un missile effrayant, et grâce à son instinct, Samidar l'esquive par une trémarre, et la fusée explose derrière lui. Le vieil homme est obligé de courir, loin de l'assaut impitoyable de Shiki, mais ensuite il lui jette son épée, dans l'espoir de le tomber rapidement. Cependant, ce n'est pas suffisant. Alors que Shiki l'atteint rapidement et le met à la porte, Samidar est trop fatigué et blessé pour bouger assez, et Shiki marche sur son visage, avant de décharger un bataillon militaire complet, une valeur de munitions sur son cul. Cependant, Samidar parvient d'une manière ou d'une autre à s'en sortir avec sa vie. Même s'il est terriblement blessé, il maudit Shiki, mais soudainement, Shiki s'effondre, et les armes faites de sang se brisent. Sa seule transformation est annulée. Comme il regarde ses mains ensanglantées, Shiki perd la tête. Je me demande ce qui vient de se passer ici. Samidar rappelle cela comme une réaction typique des gens qui éveillent leur seul pouvoir. Pour la première fois avec son pouvoir restant, il invoque à nouveau une épée Black Mist, décidé de finir son travail maintenant. Cependant, juste au moment où il est sur le point de poignarder Tsuyoshi, sautant de sacrifier sauver son fils, Samidar lui demande comment il pourrait risquer sa vie pour sauver le garçon, même après avoir vu le monstre qu'il est devenu. Alors Yoshi pense juste à la façon dont Shiki est garçon mignon, et dit à son vieil ami que ce n'est pas une mauvaise chose d'être un père heureux, même si c'est pour une période. Juste à ce moment, des civils se rassemblent sur le site après avoir entendu l'explosion et appelé les pompiers, et Samidar décide de se retirer pour le moment. Il se transforme en brume noire et disparaît, laissant le blessé Tsuyoshi et le Shiki confus seul. Shiki panique et dit à son père qu'il appellera une ambulance, mais il lui demande d'arrêter parce qu'il sait que c'est la fin. Il veut juste parler à son fils une dernière. À la fin, Tsuyoshi lui dit qu'il ne pourrait jamais lui parler de sa seule lignée, parce que ça voudrait dire lui disant qu'il y a des gens pour le tuer, mais maintenant il ne peut demander à Shiki de devenir assez fort pour vaincre Mamatero et Oni puissent vivre librement et heureux. Cependant, Shiki lui crie de se taire, qu'il n'en a pas encore fini avec lui. Il commence à l'emmener dehors, dire qu'ils parleront après qu'il ira mieux, et Tsuyoshi lui sourit juste une fois avant de respirer son dernier. Alors qu'il tombe au sol, Shiki perd la tête. Il essaye de le réveiller en premier, commence à pleurer de manière incontrôlable. Peu de temps après, un homme en patin à roulettes arrive là-bas, et quand Shiki se retourne pour le voir, il l'assomme d'une seule tape sur la tête avant de l'emmener dans un endroit où seulement comme lui peut devenir plus fort pendant qu'il est inconscient. Shiki rêve des moments heureux quand il jouait dans le parc sous les yeux attentifs de son père, mais ensuite le rêve s'assombrit brusquement avec Tsuyoshi mourant de la main de Samidar. Shiki se réveille avec une secousse alors qu'il regarde dans les yeux injectés de sang de Samidar, mais quand il regarde autour de lui, il se retrouve bâillonné et attaché à une chaise dans un grand hall vide juste derrière lui. Le patineur qui l'a kidnappé poussait un bras avec son parapluie et il se remet sur pied. Dès qu'il voit Shiki réveillé, The Edgelord se présente comme l'OTAN, un camarade Oni, et manifeste rapidement ses cornes. Shiki est trop confus et il ne peut même pas faire attention à l'OTAN qui refuse de lui dire où ils sont en ce moment. Il l'informe que le corps de son père est stocké en toute sécurité dans un autre endroit et il l'a amené ici pour récupération et évaluation. Puis patine soudainement vers le tableau blanc dans le coin et le rapproche de Shiki avant de fléchir à quel point il est rapide et efficace d'utiliser des patins à roulettes au lieu de marcher. Ensuite, il commence à hacker l'agence Momotaro à Shiki, dire qu'il a déjà vu un gars qui peut contrôler la brume noire et l'utiliser comme une arme. L'agence Momotaro trouve et chasse Oni, et en réponse, les Oni ont créé leur propre agence pour riposter. L'OTAN dit que son travail est de trouver Oni nouvellement réveillés, comme Shiki, et amener l'aîné dans un endroit sûr où il peut évaluer s'ils sont dignes de rejoindre l'agence Oni. Avec cette brève intro, il remet le tableau blanc à sa place, et puis enlève le bâillon de Shiki pour qu'il puisse l'interviewer. Dès qu'il enlève le bâillon, Shiki commence à lui crier de le libérer. Il maudit aussi l'autre, menacé de le tuer s'il a blessé le corps de père. Et l'OTAN déduit immédiatement un point de son score, c'est déjà 0, il appelle Shiki un crétin. Pour ne pas comprendre ce que signifie stocker en toute sécurité, qu'il l'a mentionné quelques minutes tôt, Shiki se fâche contre lui et dit il n'y a aucun moyen qu'il puisse faire confiance à un loup Edgelord comme lui, et l'OTAN n'attendait rien d'autre de lui. Il décide de déduire plus de points du score de Shiki, plus il maudit et demande à être libéré, lui dire de coopérer s'il veut passer évaluation. Shiki n'en a rien à foutre de évaluation, mais il veut être libre rapidement. Alors il essaye de retenir sa colère. Cependant, il ne peut même pas faire ça correctement, et l'OTAN lui dit d'arrêter de lui donner le regard effrayant. Shiki claque en entendant ça, et l'OTAN décide de le évaluer. Utilisation d'une méthode non standard, parce que les choses normales ne semblent pas fonctionner avec des boulots de noix. Il enlève sa cravate, et avant même que Shiki puisse réaliser ce qui se passe, l'OTAN utilise la cravate pour
elle, étranglée. Avec toute sa panique en perdant son souffle. Et l'OTAN dit que la vraie nature d'une créature est révélée quand il est proche de la mort, et c'est ce qu'il veut voir. Shiki essaye de résister de ses forces, mais il ne peut pas sortir de l'étranglement. Même après avoir saigné de tous les trous de son visage, il perd bientôt conscience, et l'OTAN est déçu de lui. Mais le sang que Shiki vient de perdre se réveille. En raison de sa puissance, il se transforme en point de pointe, et l'OTAN esquive l'attaque sans grande difficulté. Soudain, il trouve un pistolet Gatling fait de sang, pointant sa tête, et derrière, Shiki est dans son état de berserk. Il ouvre le feu sur le puis recule après qu'il soit satisfait. Mais ses attaques n'ont même pas touché le Edgelord, qui s'est protégé en enrobant son parapluie de son sang. Il déduit 100 points du score de Shiki parce qu'il ne sait même pas comment utiliser son seul sang, et décide ensuite de lui montrer comment c'est réellement, même s'il ne se souviendra de rien. Une fois état berserker terminé, Shiki se précipite soudainement vers lui. Mais l'OTAN est prête à quelques minutes plus tard. Shiki reprend conscience. Couché vaincu sur le sol, il ne peut pas comprendre ce qui vient de se passer. Mais ensuite il regarde ses mains rouges et panique. Réalisant qu'il est de nouveau devenu incontrôlable, l'OTAN s'assoit calmement sur lui, dire qu'il est naturel que sa mémoire soit vide, parce que quand un Oni passe en mode fou furieux, il perd de la tête autour d'eux. La salle est un désordre total à cause de leur combat. Et Shiki dit à l'OTAN d'arrêter de lui faire la leçon. Alors qu'il utilise aussi son sang comme une arme, l'OTAN fait immédiatement disparaître le parapluie de sang, disant à Shiki qu'il n'est jamais devenu parce qu'il peut réellement contrôler son pouvoir. Il déclare ensuite qu'il n'y a plus rien à dire, parce que Shiki est disqualifié de rejoindre l'agence Oni. Shiki n'a toujours aucune idée de ce qui se passe. Mais s'il y a une chose qu'il sait avec certitude, c'est que l'OTAN est ridiculement fort. Il décide de ravaler sa tête, et supplie l'OTAN de le prendre comme son subalterne, parce qu'il veut devenir plus fort, et venger son père. L'OTAN refuse immédiatement sa demande. Dire à Shiki que quelqu'un comme lui, qui n'utilise pas son cerveau en combattant, est toujours la première personne à mourir dans une vraie bataille. Il le qualifie de honte inutile, qui ne peut ni contrôler son cerveau ni son pouvoir. Et Shiki utilise chaque once de sa force pour retenir sa rage. L'OTAN déclare ensuite qu'il est temps pour lui de se débarrasser de Shiki, parce qu'un Onifu est un handicap tout le monde. Il utilise sa bague spéciale pour se couper le pouce. Laissant couler un flot de sang, il transforme le sang en parapluie. Et Shiki soudain a une idée sur la façon de le faire changer d'avis. Il s'enfuit de la tête de l'OTAN, puis se précipite vers lui, entraînant son poing sur le sol juste à ce qu'il saigne. L'OTAN transforme rapidement son parapluie en un bouclier hérissé qui le protégera de l'attaque de mêlée, puis calcule les mouvements possibles que Shiki peut utiliser. Shiki saute au dernier moment, ce qui faisait des possibilités que Mado a calculé, mais ensuite il le surprend en utilisant les pointes pour sauter sur le et pointer un pistolet ensanglanté sur son visage. Shiki met toute son attention sur le pistolet. Tirant impuissant, avec le recul le faisant voler en arrière, il ne peut pas croire qu'il a réussi à faire l'OTAN. Mais il s'avère qu'il n'a pas pu le faire même cette fois. L'OTAN bloque simplement la balle de sang avec son doigt, et la brise, ne donnant aucun crédit à Shiki pour l'attaque, parce qu'il est passé en mode berserk. Fin de l'attaquer, alors que Shiki semble perdre la tête à nouveau, l'OTAN décide de l'achever avec son mouvement spécial. Il se met dans une cage d'options, et invoque des archers faits avec son sang, prêts à tirer sur ses ordres. Cependant, comme il le remarque, Shiki riposte contre ses instincts berserkers, et maîtrise son pouvoir. L'OTAN annule son mouvement spécial. Shiki est fier d'avoir réussi à contrôler son pouvoir, mais il tombe par terre. Il a juste utilisé trop d'énergie. L'OTAN ne peut pas croire que, non seulement Shiki a contrôlé ses pouvoirs, mais il a également supprimé le mode berserker. Ce qui n'est pas quelque chose que tout le monde peut. Il lui demande comment diable il fait ça. Mais Shiki lui dit avec suffisance de l'accepter comme son subalterne. Pour débloquer la réponse, l'OTAN lui dit qu'il y pensera, et Shiki décide de prendre cela comme un oui. Il dit que, quand l'OTAN a parlé de son sang, il n'a compris, mais quand il l'a vu se trancher le pouce, et utiliser le sang, créer une arme. Il a eu une idée, il a pensé, puisqu'ils étaient tous les deux Oni, il pourrait simplement imiter le sien, et étonnamment, cela a fonctionné. Il n'a compris les détails pendant, et il a juste laissé son bras saigner en criant dessus. Mentalement, former une arme, Shiki est toujours excité par le fait que son pari a fonctionné, et demande à l'OTAN ce qu'il en pense. L'OTAN pense que c'est une connerie totale, parce que ce n'est pas comme ça que les choses fonctionnent. D'après son expérience, les adolescents stupides et émotionnels, comme Shiki, ont du mal à contrôler leur sang, alors que les gens rationnels et calmes comme lui, ont les meilleures chances d'utiliser correctement leur voix. Il pense que Shikien va la raison, ou même, laisse son mode berserker le contrôler, et il peut utiliser son instinct brut, forcer brutalement son pouvoir à lui obéir. Il pense que c'est une méthode très rude, mais cela peut aussi donner à quelqu'un une quantité de pouvoir explosive. Il commence à se demander quoi faire avec Auni, quand soudain, Shiki lui dit qu'il a besoin de pouvoir pour venger son père. Tuer l'homme qu'il a assassiné, il dit à l'OTAN que s'il le prend comme subalterne et lui apprend tout, il lui deviendra utile. Cependant, l'OTAN refuse d'envisager cette possibilité. Il transforme son parapluie en lance, lui disant que les gens comme lui représentent un risque pour la société, parce qu'il ne savait même pas qu'il pouvait contrôler son pouvoir, et a juste pris un pari. Il dit qu'il ne peut pas l'accepter comme un laquais, et agit comme s'il allait le poignarder avec une lance, mais ne frappe le sol que près de sa tête. Il dit à Shiki qu'il ne l'acceptera comme un subalterne, mais comme un étudiant, et c'est vraiment déroutant pour Shiki. Il pense que les deux sont la même chose. L'OTAN lui dit qu'il a à peine réussi le test, mais il lui donnera la chance de prouver ses capacités. Shiki ne peut pas comprendre ce qui se passe. Alors l'OTAN décide de partir des bases. Il lui dit qu'ils sont sur une île appelée Elsdorfstead, connue sous le nom d'Onigashima. Dans le passé, c'était l'endroit où le Momotaro original, démon massacré. Mais maintenant, c'est un endroit où les Oni peuvent vivre en toute sécurité. Au centre de l'île, il y a l'académie Reisetsu, qui est une école militaire, qui
ne s'entraîne que pour lutter contre l'agence Momotaro. Shiki est paniqué en apprenant qu'il est sur une île, mais l'OTAN lui pique le visage. Lui dire que ce n'est pas important, la partie la plus importante, que l'académie Rasetsu lui apprendra tout de l'enseignement général. Contrôler ses techniques de combat contre le sang Oni et l'histoire entre Mametaro et Oni. L'OTAN est le professeur principal de Shiki, et il lui en dit plus sur la façon dont ils font les choses ici, à l'académie. Mais c'est plus que son cerveau de la taille d'un poids peut supporter. Shiki ne s'y même pas de ça, parce que tout ce qu'il veut savoir c'est s'il peut devenir assez fort pour venger son père. L'OTAN ne peut lui donner aucune garantie, mais il lui dit que, s'il ne peut pas devenir assez fort pour se battre, l'agence Momotaro il sera expulsé de la branche. Bientôt Shiki s'habille, et il est ravi d'aller dans un autre école, mais l'OTAN le met en garde, que d'autres ont réussi le test cette année, et il est probablement le moins habile d'entre eux. Soudain, Shiki se souvient de son père, et demande à l'OTAN où est son corps. L'OTAN répond qu'ils l'ont gardé à la morgue, parce qu'il voulait que Shiki s'occupe des funérailles. Selon ses croyances, Shiki devient un peu sombre, en pensant à la mort de son père, et l'OTAN lui dit que être un idiot sombre est une perte de temps, et il devrait se concentrer uniquement sur le fait de devenir plus fort, pour qu'il puisse se venger. Shiki dit qu'il semble être un gars sympa, et cela embarrasse l'OTAN, qui accélère en disant à Shiki que, s'il n'atteint pas la classe avant lui, il sera expulsé. Shiki le rattrape d'une manière ou d'une autre, comme il se demande comment devrait-il entrer dans la classe, cultiver le maximum d'aura. L'OTAN lui donne juste un pied à travers la porte. Shiki a l'impression d'avoir une dette d'aura, à cause de son entrée pas cool, et il demande au garçon masqué nommé Jin quelques mouchoirs. Enseignement donné, Jin s'avère être un avantage en plus grand seigneur que leur professeur, et il dit à Shiki d'arrêter de lui parler. Shiki se fâche contre ça, et commence à le piner pour ne pas avoir encore ses cornes. Jin manifeste simplement ses cornes, en disant que seuls les recrues stupides, qui ne peut pas contrôler les cornes, ficher les tools. Ce commentaire offense un autre gars nommé Ikari, qui ne peut pas non plus contrôler ses cornes. Les choses commencent à devenir tendues en classe, avec Shiki se rapprochant de Jin. Cependant, avant que les choses ne deviennent violentes, l'OTAN arrive soudainement derrière eux, et Shiki se retrouve assis juste à côté de Jin, sans même se rendre compte quand c'est arrivé. Jin est tout aussi choqué, mais l'OTAN n'a pas de temps à perdre avec ce que pensent ses élèves. Il dit pour leur première leçon, ils vont jouer à un jeu de tag. Il emmène tous les étudiants dans la forêt, leur dire qu'ils ont 1 heure pour retourner à l'école, tout en évitant de se faire prendre par lui. L'OTAN déclare en quiconque ne rentre pas à l'école dans le délai sera expulsé, et il ne se soucie pas de l'objection de Shiki. Il dit ensuite aux étudiants qu'ils sont libres d'utiliser leur pouvoir, et il n'utilisera le sien qu'au cas où quelqu'un deviendrait fou furieux. Jin dit avec confiance qu'il pourrait s'il n'utilise pas ses pouvoirs, et l'OTAN n'a aucun problème avec ça. Au lieu de cela, il dit que si quelqu'un le tue, ils obtiendront leur diplôme instantanément, et puis peuvent rejoindre n'importe quel souhait. Combattre l'agence Momotaro, il dit en que l'école est là préparée, eux pour des défis réels, et il va les tester à chaque étape. Il demande à tout le monde s'ils sont prêts, et Shiki répond qu'il va tout donner et réussir les tests. L'OTAN révèle ensuite qu'il existe une autre règle, et sort 2 balles, qui sont toujours petits que les miens, dit-il aux étudiants, qu'ils ont besoin de s'amuser avec quand ils atteignent l'académie, pour réussir ce test, puis les jette soudainement dans la zone réglementée. Les étudiants pensent que, puisqu'il n'y a que 2 balles, ils devront se battre pour eux. Mais alors, l'OTAN révèle qu'ils seront divisés en équipes. La première équipe a Shiki, avec Jin et la timide salope aux cheveux roses Homer. Le deuxième groupe a le délinquant nommé Akari, et le nerd Yuji, tandis que le troisième groupe a les nerveux Roku et Kuina, qui semblent le plus confiant de toutes les personnes présentes. Là, l'OTAN dit aux 3 équipes qu'il va entrer dans la zone réglementée 15 minutes après eux, pour qu'ils puissent prendre une longueur d'avance. Mais Shiki l'interrompt, dire qu'il ne veut pas faire équipe avec les masqués, bizarre de l'OTAN, lui dit qu'il sera expulsé s'il ne peut pas travailler en équipe, et il est obligé de reprendre ses paroles. Après cela, Homer se présente poliment à Shiki, qui n'a jamais eu aucune sorte d'interaction féminine de toute sa vie. Il a immédiatement des papillons dans le ventre en voyant Homer s'approcher de lui, et il lui dit avec confiance qu'il la protégera. Elle énerve en entendant cela, et lui dit qu'il n'a pas besoin d'aller aussi loin, tout ce qu'elle veut c'est ne pas se mettre à travers de son chemin. Ensuite elle va se présenter à Jin, c'est un fan énervé de Tei, qui ne prend même pas la peine de lui répondre. La faible estime de soi d'Homer entre en jeu, et elle commence à pleurer, et à s'excuser de lui avoir parlé. Shiki commence à crier après Jin, pour avoir blessé les sentiments de la fille, et puis il passe rapidement à réconforter Homer, en lui disant qu'elle ne devrait pas ruiner son look mignon. En pleurant, il revient ensuite narguer Jin, mais le fan de la Tei lui dit d'arrêter être un bêta simp. L'OTAN interrompt leur querelle, et leur dit de se diriger vers l'intérieur, parce qu'ils n'ont pas toute la journée. Jin et Shiki courent immédiatement vers la forêt restreinte, et après un moment à regarder autour d'eux sans aucune idée, Homer les suit aussi à l'intérieur. Jin commence à sauter à travers les arbres, comme un ninja de Naruto, pensant à la façon dont tuer l'OTAN lui vaudra son diplôme, et le droit de rejoindre l'équipe qu'il veut. Il veut prendre cette chance d'être en première ligne, et affronter à nouveau son plus grand ennemi. Mais soudainement Shiki essaye de le sortir de son monologue interne. Jin lui demande ce qui ne va pas avec lui, et Shiki répond qu'il va prouver qu'il est que lui. Jin est prêt à se battre aussi, et il enlève son masque pour révéler de terribles cicatrices autour de sa bouche. Shiki est effrayé, mais il dit que seuls les faibles montrent leurs anciennes cicatrices. Mais Jin ne tombe pas dans ses railleries, il enlève simplement ses gants, révélant que sa main est couverte de points de suture aussi. Il déchire l'un des points de suture pour laisser sortir son sang, et le transforme en scie circulaire. Shiki est choqué de voir cela, parce qu'il pense que l'auteur de Chainsaw Man les poursuivra pour avoir fait ses idées. Jin lui dit d'arrêter de perdre son temps, et de s'enfuir s'il a peur. Mais Shiki lui répond que s'il s'enfuit maintenant, il ne pourra pas venger la mort de son père. Jin est décontenancé
décontenancé d'entendre ça. Mais il devient soudainement menaçant, alors qu'il dit à Shiki qu'ils ne pourront jamais se rendre. Shiki lui dit qu'il ne veut pas le comprendre. En premier lieu est mort son pouce pour libérer son sang, cependant, il ne parvient pas à le transformer en arme cette fois et panique. Se demandant ce qu'il devrait faire exactement pour que ça marche, il décide de riposter en utilisant un bâton, parce que c'est la seule option dont il dispose, mais il se rend vite compte qu'il n'est pas à la hauteur de Jin, paix des arbres, avec juste un coup de ses bras de tronçonneuse. Pendant ce temps, Homer essaye de trouver les deux garçons, quand soudain, elle entend le bruit sourd des armes. Tombant sur le sol, elle panique soudainement, et son complexe d'infériorité entre en jeu, pensant qu'elle n'est pas apte à être dans un endroit comme celui-ci, mais elle se réjouit un peu, en pensant que Shiki l'appelait mignonne, et elle décide de le chercher, sans se rendre compte qu'elle était à quelques mètres de l'une des balles. En même temps, Shiki essaye de se battre Jin, avec ses poings nus. Jin n'utilise même pas ses pouvoirs de tronçonneuse contre lui, et il est toujours capable de lui faire un cul avec facilité. Shiki ne cesse de se demander, comment peut-il contrôler ses pouvoirs si facilement? Mais alors, il se rend compte que la capacité de Jin est différente de ses Ornados hyper-ration en pensant à la vraie nature de leur capacité, et Jin est capable de l'assommer d'un seul point. Shiki se sent frustré à cause de cela, et Jin décide de laisser le perdant pleurer en paix, mais juste au moment où il commence à promener, Shiki se remet debout, en lui disant que le combat n'est pas terminé. Jin énervé, envoie juste une tronçonneuse vers lui, et au moment exact où Homer arrive là-bas, grâce à ses instincts de survie négatifs, elle ne remarque même pas. Elle marche droit dans la ligne de mire. Shiki panique en voyant cela. Et heureusement il parvient à la mettre en sécurité. Même s'il est légèrement blessé en faisant ça, il se lève rapidement du haut d'Homer et dit à Jin de s'excuser auprès d'elle. Mais Jin répond que ça aurait si elle était morte de sa faible attaque. Shiki est énervé par ça. Mais soudain, il entend Homer chanter qu'elle est désolée. Comme une prière, il lui dit que ce n'est pas de sa faute. Mais Homer est en transe. Et elle commence soudainement à saigner du nez. Le sang prend lentement la forme d'un humain géant et Jin et Shiki paniquent, se demandant ce qu'est cette attaque contre Titan. Homer leur dit à tous les deux de sang parce que sa femelle Titan va les tuer. Juste au moment où elle dit ça, la femelle Titan touche le sol, c'est fort. Et Shiki évite à peine d'être touché par son attaque. Jin d'un autre côté saute directement vers la Titan femelle pour riposter, mais ses tronçonneuses ne peuvent faire beaucoup de dégâts à son corps géant. Shiki demande à Homer si elle ne peut pas arrêter ça. Et elle s'excuse parce qu'elle ne peut rien faire. Elle s'effondre soudainement après avoir perdu sang. Et Shiki décide de l'éloigner de la femme Titan. Pour l'aider cependant, il est choqué de voir le Titan la protéger. Et même Jin se demande si le sang d'Homer a sa revolonté. Soudain, la femme Titan commence à cracher du sang violemment. Et pendant que Jin se cache derrière un rocher, Shiki prend toute la force de l'attaque de Homer. Fleur demande à la femme Titan d'arrêter d'appeler sa sœur aînée. Et Shiki se lève confuse sur ce qu'elle veut dire. Homer lui demande à nouveau de courir. Mais Shiki refuse. Dire qu'elle mourra d'une perte de sang s'il ne l'aide pas. Et il ne veut voir son dos mourir devant lui toujours. Soudain, la femme Titan laisse échapper un puissant rugissement, dont l'onde de choc atteint même le reste des étudiants. En dehors de la forêt, l'OTAN surveille tout depuis la cime des arbres. Et il décide de laisser Shiki et Jin essayer de gérer la capacité de libération de sang d'Homer, avant qu'ils ne reviennent sur le lieu de la bataille. Shiki essaye de se blesser, prélever du sang, et l'utiliser comme une arme, mais ça n'arrive pas. La femme Titan l'attaque, et il esquive. Mais alors, le Titan femelle ramasse des rochers du sol, et les lui lance. Il prend un coup et se fait jeter. Mais la chose qui lui fait le plus mal, c'est à quel point il est pathétiquement faible en ce moment. Il n'a jamais perdu un combat. Mais maintenant il n'est qu'un gamin inutile. Il commence à pleurer à cause de la frustration. Mais ensuite Jin sort pour rejoindre le combat, et lui dit de rentrer chez lui, s'il va pleurer comme un. Shiki se fâche contre lui, et lui dit qu'il transpirait juste de ses yeux, mais Jin n'a pas le temps pour ça. Il ouvre à nouveau ses plaies, et cette fois, il crée deux types de tronçonneuses sur les deux bras. Les dommages qu'il a subis du précédent Titan féminin, l'attaque le dérange toujours, mais il est déterminé à gagner tous les combats devant lui. L'OTAN regarde juste de loin, et il est impressionné que Jin peut créer deux types d'armes en même temps. Commence à expliquer comment seul le sang peut prendre n'importe quel. Ils imaginent, mais il est souvent influencé par leur traumatisme passé, préférence et expérience. Pendant ce temps, Jin se précipite vers la femme Titan. Utiliser la tronçonneuse circulaire pour monter, il essaye de singer Levi Ackerman en attaquant le cou de la femme Titan, mais elle sacrifie un bras pour se protéger. Pendant qu'il combat la femme Titan, Shiki crie à sa main quelque chose. Il se demande pourquoi il ne peut pas fabriquer une arme quand Jin le... Mais soudain, il se rend compte que Jin ne fait que des choses pour et même Homer a un lien personnel avec sa femme Titan. Il pense qu'il peut fabriquer des armes parce qu'il les aime plus qu'un Américain moyen, et il découvre soudainement comment contrôler ses pouvoirs. De l'autre côté, Jin a du mal à combattre la femme Titan, qui laisse soudain échapper un rugissement fort qui fait éclater ses tympans. Il perd son sens de l'équilibre, pense qu'il va mourir, et même l'OTAN se prépare à intervenir. Mais alors, Shiki déclare qu'il va se battre maintenant. Il pointe un puissant lance-grenade sur la femme Titan, et l'OTAN sont impressionnés qu'il l'ait compris. Shiki est ravi d'essayer sa nouvelle arme, mais ensuite la femme Titan l'attaque. Il esquive son attaque puis lui tire une grenade, la faire exploser instantanément, et Jin et l'OTAN sont stupéfaits de voir sa puissance. Le Titan féminin commence à disparaître, comme ses fragments sont dispersés partout, et Homer perd connaissance. Pendant ce temps, Jin est toujours étonné par la puissance de feu de Shiki, quand il commence soudainement à pleuvoir du sang, mais c'était juste le sang dispersé dans les airs de la précédente de Shiki, et ça se transforme bientôt en pluie normale. Jin se rend compte que l'attaque de Shiki n'a pas seulement tué la femme Titan, mais ça a aussi changé le temps. Shiki par contre ne pense même pas à ça. Il commence à se diriger vers Homer pour voir si elle va bien, mais ensuite sa vision devient et il tombe au sol, incapable de bouger. Juste à ce moment-là, l'OTAN vient là-bas
lui dire qu'il a déchaîné une quantité ridicule de sang tout à l'heure, et c'est pourquoi son corps n'a plus de force. Shiki lui dit qu'il peut toujours continuer, et se force en quelque sorte à se lever, mais ça ne dure même pas 5 secondes, et il tombe à nouveau au sol. Mido l'appelle un noob qui ne peut même pas contrôler son pouvoir. Mais il se rend compte que le pouvoir de Shiki est au-delà de tout. Il a déjà vu, il dit à Shiki que s'il consomme sang, il pourrait même mourir. Et ça le fait s'inquiéter pour Homer. Au lieu de lui, il demande à l'OTAN de la surveiller, parce qu'elle a peut-être utilisé beaucoup de sang, et il va bien être contrôlé après elle. L'OTAN n'attendait pas Shiki s'inquiéter pour une autre personne, quand lui-même est dans un état si grave, mais juste au moment où il est sur le point de les aider, Jin lance une attaque surprise contre lui. Heureusement, les réflexes de l'OTAN sont assez rapides pour bloquer l'attaque, et il repousse Jin, qui lui dit que ils n'ont pas besoin de s'inquiéter pour les perdre. L'OTAN lui demande ce qui se passe si Homer meurt parce qu'elle ne peut pas obtenir de traitement d'urgence, et Jin répond que ça ne le concerne pas. L'OTAN est dégoûté d'entendre ça, et il le dit clairement à Jin, qu'il déteste les salauds égoïstes. Comme lui, Jin ne se soucie pas de ça non plus, et il demande juste à l'OTAN de confirmer qu'il peut obtenir son diplôme s'il le tue. Mido promet qu'il dit la vérité, et c'est suffisant pour que Jin se précise directement sur lui. Mido bloque sa tronçonneuse de sang à l'aide de son parapluie, qui est fait du même matériau comme le pantalon de Hulk. Parce que cette chose est indicible, il appuie ensuite sur un bouton pour libérer un écran de fumée, et Jin pense qu'il essaye de le faire tomber. Avec une attaque surprise, il est convaincu qu'il peut tuer l'autre au moment où il entre dans son champ de tir, mais l'instant d'après, il est touché par des balles rapides. Il se met immédiatement à couvert derrière un arbre, et l'OTAN continue de tirer des balles en caoutchouc de son parapluie polyvalent vers lui en disant que les balles ne le tueront pas, mais vont faire mal comme l'enfer. Il a également délibérément ciblé la main blessée de Jai pour un maximum de dégâts. Jin se rend compte que l'OTAN prévoit de garder une distance de sécurité entre eux, parce qu'il pense qu'il ne peut utiliser que de armes à distance. Pendant, il a quelques trucs secrets pour des moments comme ceux-ci, et il quitte immédiatement la couverture des arbres. Esquiver les balles de l'OTAN. Avant d'envoyer des lames volantes vers lui, l'OTAN les esquive facilement, mais il est surpris que Jin est un compteur pour les ennemis qui peuvent se battre en dehors de sa tête. Jin continue de l'attaquer, puis apparaît derrière lui, en l'air pensant qu'il ne pourra pas se défendre maintenant. Cependant, l'OTAN lui lance une bombe, et Jin panique. Heureusement, il s'avère que c'est une autre bombe fumigène innovative, et Jin pense que l'OTAN va lui tirer dessus. De loin encore, c'est pourquoi il ne prévoit même pas que l'OTAN arrive par derrière, et le frapper avec un coup de poing écrasant la colonne vertébrale. Conférence de l'OTAN. Lui être trop sûr de ses prédictions. Dans une bataille, que cela le rend vulnérable aux attaques surprises. Jin est trop blessé et épuisé pour même bouger maintenant. Mais il continue d'essayer, et l'OTAN doit inverser son parapluie, et l'utiliser comme une cage pour le contenir. Jin continue d'essayer de se libérer du parapluie, et l'OTAN lui demande s'il est si désespéré de voir son... Il se tait soudainement, en entendant ça, puis demande à l'OTAN comment est ça. L'OTAN répond, il a examiné ses dossiers, donc il sait quelque chose sur lui, y compris le fait que son père est un Momotaro, alors que chaque cellule du corps de Jin se révolte en entendant ça. Shiki est chaud d'apprendre que les deux ont des histoires similaires. Cependant, Jin est rempli de haine, comme il admet que son père est un Mametaro, et ce salaud lui a tout pris. Il a tué sa famille puis a fait des expériences sur lui, laissant des cicatrices sur tout son corps. Jin se souvient comment il a survécu aux ordres et la haine contre son père. Il jure qu'il le tuera de ses propres mains, même s'il doit risquer sa vie pour ça. Dans son mode enragé, Jin obtient soudainement une explosion de puissance, lui permettant de déraciner la cage qui le retient, mais avant qu'il puisse faire ce soit, l'OTAN l'attrape par le visage, et puis, le claque dans le sol, l'appelant un gamin stupide. Il lui dit que s'il meurt en poursuivant son rêve, c'est un idiot qui ne pourra jamais les atteindre. Il lui dit de vivre pour réaliser son rêve, même si cela signifie accepter la défaite et l'humiliation. Jin arrête enfin de bouger avec ça. Puis l'OTAN appelle l'école pour envoyer l'infirmière. Parce qu'il a un élève blessé ici, il informe l'école qu'Homer a été retiré de ce à cause de sa perte de sang, et Jin a aussi été ligoté. Shiki par contre est toujours debout, et l'OTAN lui dit qu'il a à peine 6 minutes avant que le délai ne cesse, et il a une des balles dans sa main, et dit à Shiki qu'il peut soit essayer de le lui prendre, ou trouver la balle restante dans les 5 minutes, et atteindre l'école. Shiki dit que ce n'est pas juste, mais il n'a pas d'autre choix que de jouer selon les règles de l'OTAN. Il s'enfuit immédiatement, et Shiki décide de le poursuivre pour voir ce fait. En attendant, Jin est assis en silence, là où il est attaché à un arbre, quand soudain Shiki sort des buissons à proximité. Il se dirige vers Jin en lui disant qu'il le libérera, mais en échange, il devra travailler avec lui. Jin est choqué par cette offre, et Shiki dit que qu'un d'eux ne peut battre l'OTAN tout seul, mais s'ils travaillent ensemble, ils ont une chance. Que Jin refuse. En disant ça, être sauvé par un idiot réduira sa... Et Shiki ne prend même pas la peine de débattre de ce point, qu'il est un idiot. Il demande à Jin si sa fierté est plus importante pour lui que ses objectifs, parce qu'il ne peut pas atteindre ses objectifs, juste en s'asseyant ici. Jin lui demande pourquoi se soucie-t-il même de ça, et Shiki révèle que son père était aussi un Momotaro. Jin est choqué d'entendre ça, puis Shiki tire le bon vieux Naruto sur lui, lui disant qu'ils sont pareils. Pendant ce temps, l'OTAN cherche Shiki. Comme il ne
ne peut pas le trouver, il doute qu'il soit revenu. Juste à ce moment il voit Shiki s'enfuir en maudissant Jim, et décide de le coincer immédiatement. Shiki s'arrête que l'OTAN intervient, lui disant qu'il manque de temps, tout en fléchissant sa balle. Shiki commence à maudire Jin dans son esprit parce qu'il ne l'aide pas, parce qu'en dépit d'être sauvé, il voulait être le responsable. Juste à ce moment Jin saute à l'OTAN d'en haut, visant le ballon mais il laisse facilement. Mais était juste une feinte. Et Jin est réel. Le mouvement consiste à jeter une pierre attachée à une corde à l'OTAN. La corde tourne autour de lui, le retenant rapidement. Et puis Shiki attrape l'autre bout. Lui et Jin commencent à tirer l'OTAN de toute leur force. Mais il enfonce ses talons dans le sol, peu près sûr qu'ils n'ont pas assez d'endurance pour gagner. Contre lui soudainement, Jin tire une lame de sang sur l'OTAN, le forçant à esquiver, et il perd, équilibre dans une tentative de faire ça. C'est assez pour Shiki qui se précipite vers lui, et frappe la balle de ses mains. La balle atterrit près de Jin, et l'OTAN est presque sûr que, s'il essaye de la porter à colle. Shiki va essayer de le lui voler. Il prévoit de le leur prendre pendant qu'ils se battent. Mais à sa grande surprise, Shiki dit à Jin de prendre le ballon et de courir. Jin fait exactement ça. Et Shiki continue de l'encourager avec enthousiasme. Il dit à l'OTAN qu'ils ont eu le ballon de lui, mais ensuite l'OTAN lui rappelle que seule la personne qui emmène le ballon à colle passe, et à ce rythme, ce sera juste Jin. Shiki est abasourdi de réaliser, et l'OTAN se rend compte qu'il est un crétin complet, qui ne pense pas aux avantages et avant de prendre toute mesure qu'il regrette en effet rapidement ses décisions. Et crie à Jin de revenir, mais il est trop loin pour Maintenant Jin est sûr qu'il peut revenir à colle, attend ce rythme, mais ensuite, il se souvient que ce ne serait possible sans l'aide de Shiki, et soudain, il ne peut pas simplement l'abandonner. Il se retourne, court vers Shiki, qui est abasourdi, et lui demande s'il est aussi défié directionnellement que Zoro. Jin lui dit de se taire. Parce que la seule raison pour laquelle il fait ça, c'est parce qu'il ne veut pas devoir que c'est un idiot, il préfère échouer et atteindre son objectif par lui-même. Et c'est pourquoi il demande à Shiki de prendre le ballon, et dirigez-vous vers l'académie. Cependant, juste au moment où ils sont sur le point de prendre contact, une créature rose court à grande vitesse, et s'arrête juste entre eux. L'OTAN interrompt immédiatement leur disant qu'ils ne devraient pas se battre quand Muku, leur animal de compagnie de livraison par messagerie à grande vitesse, est ici avec eux. Il sait que Muku est envoyé seulement quand il y a une urgence, et il active la radio sur son dos pour recevoir une demande de sauvegarde de la succursale de Kyoto qui est attaquée par l'agence Momotaro. En dehors de la zone de test, le reste des étudiants attendent patiemment leur tour, pensant que Shiki et d'autres ont échoué parce qu'il a déjà dépassé la limite de temps. Pendant l'OTAN revient avec Shiki et Jin, juste à ce moment-là, dire aux autres étudiants que la branche de Kyoto est en grave danger et il demande une sauvegarde. Alors, il se dirige là-bas. Au lieu d'effectuer le test, il monte immédiatement sur un bateau et dirigez-vous vers la branche des Coyotes. Et les étudiants ont des opinions partagées. D'être sur de vrais champs de bataille. Si rapide cependant, l'OTAN leur dit qu'il ne se bat pas et il n'a besoin que d'eux pour soutenir les combattants réels. Bientôt ils atteignent Kyoto et l'OTAN les conduit dans la zone autour d'un temple célèbre, disant que la seule base d'agence est située juste en dessous. Il emmène les étudiants dans un restaurant ordinaire où une vieille femme effrayante les accueille. Une fois qu'ils ont atteint le salon, la vieille révèle un secret escalier souterrain. Cela les mènera à leur destination. Pendant ce temps, à un autre endroit, Tsubakiri, un capitaine de l'agence Momotaro, vient de finir de traquer une unité d'Oni. Il les appelle une bande d'assaut, semblant être des soldats. Et son vice-capitaine, Yomogi, lui dit qu'il est encore allé trop loin. Elle se plaint de tout le désordre qu'il a parce que ça va être pénible de le nettoyer, et Tsubakiri répond qu'il est juste trop ennuyé quand il voit des asticots. Il souhaite qu'il puisse taper une femme Oni à la place parce qu'ils sont résilients et peut tolérer plus de douleur que les hommes. Qui en fait un bon choix pour ses expériences. Yomogi lui dit que ses expériences sont dégoûtantes et elle les déteste. Surtout la chose qui marche vers eux. Tsubakiri lui dit de ne pas avoir froid. Création préférée, qui est un mélange d'un chien, un singe et un faisan, il l'a nommé lait, et c'est la seule chose sur laquelle Omoji peut être d'accord avec. Tsubakiri dit que lait est son spécimen de recherche important, ainsi qu'un membre fidèle de leur anti-Oni arme biologique maman. Yomogi dit que leur travail est de tuer le dangereux Oni, et sauver les civils, et il devrait contribuer davantage à cela, plutôt que de perdre son temps sur des recherches saillantes. Su lui dit que le sang Oni est une chose vraiment fascinante, et il fait de son mieux pour aider à sa manière. Il affirme que, s'ils peuvent apprendre à contrôler le sang Oni, seul, cela aidera sûrement énormément l'agence Momotaro, et encore mieux, s'ils peuvent transformer le facteur de guérison du sang Oni dans un médicament, il pourrait devenir plus riche qu'Elon. Jeff et Zuck combiné. Yomogi lui rappelle que même les Mametaro ont des capacités similaires. Et Tsubakiri, il n'est pas sage d'expérimenter sur les gens. Cependant, les Oni sont des assauts dans ses yeux, et il dit qu'il devrait expérimenter sur eux, parce que simplement les tuer est un gaspillage. Un enfant unique terrifié entend tout ça, tout en se cachant derrière le coin, et il fait de son mieux pour rester silencieux. Dès qu'il entend les pas des deux agents Momotaro, éloigne-toi de lui, il pousse un soupir de soulagement, et cela s'avère être son erreur fatale, parce que Tsubakiri l'entend, et vient immédiatement à son emplacement. L'enfant panique, et Tsubakiri décide de l'emmener au laboratoire. Yomogi lui dit qu'elle va l'assommer, pour qu'il ne crée pas de problème, mais comme elle essaye de l'endormir, sans anesthésie, une goutte de sang coule sur le manteau de Tsubakiri. Yomogi se rend compte que cela signifie des ennuis pas pour elle, mais pour le seul enfant. Tsubakiri s'approche de lui, et commence à lui donner des disant que même s'il n'est fasciné que par le sang, c'est une chose sale, et il ne le tolérera pas sur son uniforme. Il demande ensuite à l'enfant si ses parents vivent à proximité, et faisait-il partie du groupe qu'il vient de tuer. Sur l'absence de réponse,
il soulève les cadavres seuls à proximité pour les montrer à l'enfant en lui demandant si ses parents sont là. L'enfant est trop terrifié pour même parler. Tsubakiri décide de écraser avec les cadavres. Yomogi est effrayée parce que de toutes les capacités Momotaro qu'elle a vues, Tsubakiri est le plus diabolique. La brume noire qui sort de leur corps est en fait une bactérie spéciale qui vit dans leur sang et ils peuvent l'utiliser pour créer des armes. Tsubakiri cependant peut utiliser les bactéries pour contrôler les cadavres et elle n'arrive toujours pas à s'y habituer. Bientôt Tsubakiri finit de tuer le garçon et il dit à Moche de manger le géant Oni Boulet. Pendant qu'ils vont de l'avant et trouvent plus d'asticots à tuer, d'un autre côté, Shin et d'autres étudiants marchent dans un large tunnel et l'OTAN leur dit que certains magasins de cette zone avoir accès à ce tunnel qui mène à leur base. Ils atteignent bientôt la porte qui les mène à l'espace juste en dessous, le temple Ryuda, qui est façonné comme une maison japonaise traditionnelle. Les étudiants n'en croient pas leurs yeux, comme leur dit l'OTAN, que c'est le siège de la division de Kyoto, de l'agence Oni. Juste à ce moment, un médecin sort d'une pièce, plaindre de tout le travail qu'il a à faire, mais son attitude change soudainement quand il voit l'OTAN. Le docteur le salue joyeusement, commence à réparer ses cheveux. Alors qu'il remarque le méchant blond, elle le refuse immédiatement, mais ça ne laisse pas le cœur du simple se briser, parce qu'il est en fait habitué au rejet. Shin demande qui est ce clown, et l'OTAN le présente comme Kyoya, le commandant de l'unité de soutien à la base de Kyoto. Kyoya ajoute que lui et l'OTAN étaient camarades de classe, de retour à l'académie, mais l'OTAN n'a pas le temps pour son bavardage oiseux. Il décide de se diriger immédiatement vers les lignes de et Shin lui demande de l'emmener aussi. D'autres étudiants veulent aussi l'accompagner, plutôt que de traiter avec un cinglé comme Kyoya, mais l'OTAN ne va pas les aider. Il dit à Kyoya d'utiliser ses gamins comme il veut avant de partir, et juste à ce moment, l'infirmière dit à Kyoya de rentrer et de faire son travail. Elle remarque aussi les étudiants de l'académie, et leur dit de se changer immédiatement, parce qu'ils ont besoin de toute l'aide qu'ils peuvent obtenir. Ils s'habillent rapidement en infirmières adjoints, puis aller à l'hôpital de Thun, où des dizaines de blessés seulement crient de douleur. L'un d'eux vient d'être amené, et il a perdu ses 2 jambes, avec d'autres blessures potentiellement mortelles. Shiki est horrifié de voir son état, et l'infirmière dit aussi qu'il a au plus, il reste 3 minutes à ce rythme. Kyoya lui sourit juste, dit qu'ils ne le laisseront pas mourir, et Shiki lui claque dessus, lui demandant de ne pas faire de promesses aussi imprudentes et fausses. Kyoya apprécie son honnêteté et sa gentillesse, mais lui dit qu'il est un peu un gros problème ici, et il décide de montrer aux enfants à quel point le travail de soutien était tué dans un autre endroit. Tsubakiri et Yomogi, je viens de finir de traiter avec le capitaine et vice-capitaine d'un autre groupe, les Oni restant terrifiés par eux maintenant, et Tsubakiri est déçu qu'il devra faire face à un autre groupe de personnes. Quand il attendait quelqu'un de fort, eh bien ses souhaits sont exaucés immédiatement. Alors que l'OTAN arrive et active rapidement sa capacité, Tsubakiri est heureux de le voir, mais l'OTAN ne le fait pas. Donnez-lui une chance de être heureux trop longtemps. Alors qu'il déchaîne immédiatement son tueur sur lui, les Oni sont vraiment heureux de voir que l'OTAN est venu pour les sauver, mais Tsubakiri n'a subi aucun dommage du précédent. Alors qu'il utilisait le capitaine et le vice-capitaine Oni mort comme ses boucliers de viande, s'avère qu'il connaît déjà l'OTAN et il lui parle comme s'ils étaient de vieux amis. Il demande ce qu'il fait à Kyoto parce que ce n'est pas son domaine. Tsubakiri remarque ensuite qu'il a entendu parler d'un emplacement où se rassemblent les Oni à Kyoto, et s'il efface juste cet endroit, tout le problème sera résolu. L'OTAN garde son visage de poker, comme il dit qu'il n'en sait rien, et Tsubakiri répond qu'il va abandonner si même l'OTAN tant que l'endroit n'est pas réel. Il dit ensuite qu'il ira faire du tourisme autour du Grand Temple à la place, et l'OTAN panique à l'intérieur parce qu'il sait que Tsubakiri a vraiment tranchant instinct. Il décide de l'arrêter ici et se prépare à se battre sérieusement. De retour au siège, Kyoya insère plusieurs tuyaux de sang dans son corps, et Shiki demande s'il ne devrait pas donner ce sang aux blessés. Au lieu de cela, l'infirmière lui dit de se taire et de regarder. Alors que Kyoya se dirige vers l'homme le plus gravement blessé, il lui demande s'il veut que ses mains ou ses pieds repoussent, parce qu'il ne peut pas se permettre les deux pour le moment. L'homme appelle à toutes ses forces, dire qu'il veut ses bras pour qu'il puisse à nouveau embrasser ses enfants. Kyoya promet qu'il pourra le faire, mais ce processus va faire mal comme l'enfer. Il ouvre ensuite son poignet pour verser son sang dans la bouche du blessé, affirmant que il augmente la capacité de guérison d'un Oni normal par de nombreuses fois. Dès que son sang commence à faire effet, l'homme commence à crier de douleur, et l'infirmière dit aux étudiants de le retenir. Shiki et d'autres suivent immédiatement ses ordres, et en attendant, elle dit aux autres pour obtenir plus de sang de la pièce voisine. Peu de temps après ça, quelque chose commence à piquer dans les bras bandés de l'homme, et Shiki rampe comme il voit quelque chose qui ressemble vaguement les doigts humains que les autres étudiants récupèrent aussi. Puis soudain, l'homme blessé régénère ses bras, et même les graves brûlures sur sa poitrine guérir complètement. Shiki se dirige immédiatement vers Koya, demander s'ils peuvent aussi régénérer ses jambes, et il affirme, mais ajoute qu'ils doivent le faire au fil du temps. Et en utilisant de petites doses de son sang, puisqu'il a déjà consommé trop de sang, le blessé peut développer des anticorps. S'il en boit plus, Kyoya se dirige ensuite vers le patient, en lui disant que il sera retiré de l'unité de combat maintenant, mais il peut rejoindre l'unité de soutien pour aider les autres. Il dit qu'avec une paire de prothèses, il jouera avec ses enfants en un rien de... Et l'homme est ému aux larmes en entendant ça. Kyoya se tourne ensuite vers les étudiants, leur dire qu'il pourrait être à la place de ce gars. Dans le futur, il comprend de la gloire, et aura l'agriculture. Cela ne peut être fait que sur les lignes de front, mais il leur rappelle que les gens en première ligne peuvent se battre courageusement, seulement parce qu'il y a quelqu'un pour couvrir leurs arrières, et c'est l'unité de soutien. Shiki et quelques autres
autres sont vraiment impressionnés par lui et ils lui disent qu'ils sont prêts à l'aider. Les manières qu'ils peuvent, Kayoya dit à Shiki qu'il a besoin de son aide pour une autre affaire. Et l'emmène chez une fille déprimée nommée Mei, qui a été amenée hier, après que l'agence Momotaro l'ait. Ses parents sont toujours disparus. Et Koya veut utiliser la gentillesse de Shiki pour que la fille se sente mieux. Shiki prend le travail et essaye de parler à la fille, qui s'ouvre peu à peu à lui. Il lui pose des questions sur l'école. Et elle lui dit qu'elle n'est jamais allée à l'école. Alors que Shiki se demande si la fille est un fauteur de troubles. Comme lui, l'unité de soutien à des cadavres du champ de bataille, et les parents de Mei en font partie. Elle commence à brailler comme une folle en les voyant, et Kyuya dit qu'il ne peut pas s'habituer à des scènes aussi douloureuses, même après tout ce temps. Cependant, il y a un plan plus sinistre derrière les cadavres que quiconque ne le réalise. Tsubakiri dit à l'OTAN qu'il en a lassé, seulement des cadavres avec ses séries, pleinement conscient que l'unité de soutien les emmènera à leur base, pour leur donner des funérailles convenables. Puis il peut contrôler les cadavres à distance, et détruire la base. L'OTAN est choqué d'entendre ça, et Tsubakiri décide d'essayer. Si son plan a réussi, il réveille le cadavre du père de Mei, tandis que Shiki et Kiyo sont distraits, et elle est ravie de penser qu'il est toujours en vie. Cependant, il commence à l'étrangler sous le commandement de Tsubakiri. Mais Shiki et Kiyo le remarquent rapidement. Kayoya se rend compte que c'est la capacité de Tsubakiri, et il dit immédiatement à Shiki couvrir les yeux de Mei. Il obéit alors. Puis, Kayoya transperce le cerveau de l'homme avec couteau tranchant, le rendant immobile. Peut commencer à pleurer, une fois que Shiki lui laisse voir s'arriver à son père. Puis Kyoya se rend compte qu'il pourrait y avoir plus de zombies marionnettes ici, tout comme celui-ci, mais c'est là que cette vidéo se termine. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne. Merci d'avoir regardé et je vous verrai la prochaine fois.